Bon vendredi soir, c'est l'heure de Friday Night Sports Machine. Mon nom est Stevie Ray. Cette semaine, je suis seul. Mon co-animateur Claude Gravel a eu un inconvénient. Nous allons faire la revue sportive de l'actualité de la semaine. Et sans plus tarder, nous allons rejoindre quelqu'un qui fait partie de l'actualité avec ce qui est arrivé avec l'Impact cette semaine, notre ami Jérémy Filosa. Bonjour Jérémy, comment vas-tu? Salut, ça va bien, merci. Jérémy, ma première question, évidemment, on va parler de l'Impact. Toi qui es très impliqué avec cette équipe. Moi, le changement de nom, j'aime beaucoup le soccer, mais semble-t-il que maintenant, il faut dire le foot. Je voudrais avoir ton point de vue de partisan concernant ce fameux changement de nom que nous avons vécu cette semaine. Ben, moi, j'aime pas, là, particulièrement. Moi, j'aime le fait qu'en Amérique du Nord, les équipes, souvent, font un nom. Tu sais, que ce soit l'Impact de Montréal, ou le Galaxy de Los Angeles, ou les Timbers de Portland. Je trouve que c'est plus facile d'identifier une équipe quand ils ont un nom, plutôt que de dire que c'est un club de foot ou un club de whatever. Moi, je suis pas partant. Moi, j'étais aussi attaché à l'Impact de Montréal parce que j'ai couvert cette équipe-là depuis tellement longtemps et je me suis fait tellement d'amitié parmi les anciens joueurs, les anciens coachs et tout ça. Puis j'ai parlé à plusieurs d'entre eux depuis quelques semaines. Puis bien honnêtement, ils sont furieux. Ils sont furieux de voir la direction dans laquelle que la direction que prend l'organisation. Et tous sont d'accord pour dire que si on avait mis toute cette énergie-là et ce temps-là et cet argent-là à améliorer le produit sur le terrain, tu sais, je vais prendre l'exemple du crew de Columbus qui est passé il y a 2 ans à un cheveu de déménager à Austin au Texas. Finalement, le club a été vendu, le nouveau propriétaire entre en place. Ils sont les partisans et disent est-ce qu'on devrait garder le nom, oui ou non? Les partisans disent oui, on veut garder le nom du club de Columbus. Il fait une coupe de chèques, il va chercher 2-3 bons joueurs, il fait une promesse de bâtir un nouveau stade parce qu'il en avait besoin d'un. Et là, le club gagne la MLS Cup, puis aujourd'hui, écoute, là, même pas 2 ans plus tard, il n'y a plus personne qui parle de déménagement ou de changer de nom ou d'identité. Mets le cash sur le terrain, là, puis les problèmes vont régler. Jérémy, toi qui étais la voix officielle de l'Impact, c'est sûr que c'est une déception sur le plan professionnel. Moi, j'avais appris à aimer le soccer grâce à ta voix, grâce à tes compétences. Mais d'un point de vue homme de médias, c'est quoi ton idée sur tout ça? Écoute, c'est sûr que moi, je suis un gars qui s'est dédié cœur et âme à l'Impact de Montréal. Moi, je prenais ma job autant au sérieux qu'un journaliste qui couvre le Canadien. Il y a des journalistes qui attendent d'avoir cette opportunité d'aller couvrir le Canadien. Moi, je l'ai déjà fait. Et ma passion, c'est plus les sports d'été, le soccer, le baseball. Donc, moi, j'avais vraiment l'impression d'en donner au maximum à l'organisation. Puis justement, quand les gens me disent, comme tu viens de me mentionner, je suivais pas trop ça le soccer, mais je me suis mis à aimer ça à cause de toi, pour moi, c'est le plus beau compliment que je peux recevoir. Ça veut dire que je fais ma job. J'informe les gens et les gens ont plaisir à suivre les activités quotidiennes de l'équipe. Maintenant, le club a décidé de se dissocier de la station du 98.5, une station prenant-ballant qui va toujours ramasser entre 18 et 28 parts de marché, dépendant de l'heure de la journée et tout ça. Et là, de tout abandonner ça, je me gratte sérieusement la tête à savoir si c'est une bonne idée. Moi, je pense pas. Maintenant, écoute, tu prends des décisions qui veulent bien prendre, mais malheureusement, on voit dans quelle direction le club s'en va depuis quelques années et c'est loin d'être président, là. Mon impression là-dessus, c'est qu'en voulant aller chercher une nouvelle clientèle, ils en ont perdu beaucoup. Maintenant, on va y aller avec un dernier sujet. Le Canadien de Montréal semble représenter cette année une belle machine offensive. Et j'ai entendu cette semaine à la blague à TSN Radio un auditeur qui disait la différence cette année, c'est que Claude Julien a aminci et que le Canadien a grossi spécialement en défense. Mais trêve de plaisanterie. C'est quoi ton appréciation du Canadien de Montréal jusqu'ici? J'adore. Honnêtement, là, je suis très emballé. Je dois te dire, je vais être bien franc avec toi, là, que le Canadien, dans les dernières années, je te dirais depuis le départ de Souban, j'avais pas décroché parce que je travaillais encore là-dedans, je faisais le vestiaire, mais j'avais bien de la misère à regarder le game du début à la fin. J'avais toujours on dirait la nécessité de me retourner vers mon téléphone ou même changer de station quand je regardais ça chez nous pour voir qu'est-ce qui se passait d'autre. Parce que justement,
spectacle en arrachait vraiment. Et là, pour la première fois depuis très longtemps, on voit que le propriétaire dépense au maximum du plafond salarial. On voit que le club a de profondeur. Le spectacle est toujours au rendez-vous. C'est pas toujours parfait. On voit un peu de manque de discipline et tout ça. Défensivement, c'est pas toujours 10 sur 10. Mais en tout cas, du moins, là, je veux dire, tu regardes les games, t'es au bout de ton siège. Tu sais, si occasionnellement, il n'échappe une 6 à 5 en prolongation, comme ça a été le cas cette semaine contre Vancouver, au moins, tu sors ta série et tu dis, hey, ce soir-là, tu sais, je me suis distrait, je me suis changé d'idée, j'ai pas pensé à la pandémie. Donc, moi, je trouve ça vraiment rafraîchissant de la part du Canadien. Très excité pour cette saison et j'ai retrouvé le plaisir de regarder le Canadien soir après soir. Oui, on se pensait dans les années 80, mon cher Jérémy. Je te remercie, puis je te souhaite encore beaucoup de succès dans ta carrière et dans tes objectifs à court et moyen terme. OK, ben merci beaucoup. Merci. Salut, là. Bye-bye. Bien, on va rester dans le hockey. On va parler du Canadien, évidemment, et de la semaine du CH, puisque lundi, contre Edmonton, on a su fermer la porte à un duo dynamique, soit Connor McDavid et son compagnon de trio, Léon. Et quand on réussit à garder au silence deux joueurs pareils, on peut dire que c'est mission accomplie. Ça a été une belle victoire lundi. On voit qu'Edmonton a une équipe unidimensionnelle. J'en parlais au début de l'année quand on faisait notre... on analysait la division canadienne avec Claude. C'est un club unidimensionnel qui, certains soirs, vont faire des flamèches. Mais il faut dire que défensivement, spécialement du côté du gardien, ça regorge pas de talent. On a vu le premier but d'Alexander Romanov et moi, je pense que ça va être tout un joueur. C'est déjà tout un joueur, mais il faut pas parler trop vite parce que c'est pas 3 matchs qui font une saison. Il a déjà une expérience professionnelle dans la KHL et ça paraît beaucoup. Il me rappelle étrangement Ryan McDonough, portant le même numéro. Puis mercredi contre les Canucks, une équipe qui avait un jeu de puissance dormant, mais il faut se méfier des eaux dormantes, et c'est ce qui est arrivé. Ils étaient dus. Je crois que c'est 3 buts en avantage numérique. Ils étaient 0 en 15. Mais ça a été tout un match. Une défaite de 6-5 en surtemps. Mais ça, c'est pas pour les entraîneurs. C'est sûr qu'on a fait beaucoup de tableaux et de vidéos le lendemain. Mais comme spectacle, je veux dire, c'est difficile de trouver mieux. Pour ceux qui se disent, bon, pas de match d'exhibition... c'est plus difficile pour les joueurs. C'est présentement peut-être ça, les matchs d'exhibition. Et c'est ça qui explique pourquoi on voit des matchs avec beaucoup d'erreurs, spécialement défensives. Un 6-5, et comme hier, un 7-3. Et le Canadien, ben, ils ont les défauts de leur qualité. Il y aura beaucoup de buts cette année. Et présentement, il faut dire que le Canadien est premier. C'est l'équipe qui a marqué le plus de buts. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Parce que moi, personnellement, des matchs de 2-1, 3-2, j'en avais plein de chapeaux. Toffoli, un 4e but en 2 matchs, 5 buts plutôt. Il a failli faire 4 buts mercredi, puisqu'il a touché le poteau en fusillade, si on se rappelle. C'est vraiment une belle acquisition qui fait bien paraître Marc Bergevin. Moi, j'ai peur que le Canadien, certains soirs, souffre du syndrome du club pacté. C'est-à-dire qu'après avoir collé 2-3 victoires, peut-être qu'on baisse un petit peu notre niveau de jeu. Et il faut faire attention à ça parce que les clubs champions jouent 60 minutes continuellement. Et dans le hockey d'aujourd'hui, il faut pas oublier aussi qu'une série de défaites te sort des séries assez rapidement. C'est un calendrier très compressé. Je crois que les Jets jouent 7 matchs en 12 soirs. C'est pas le temps, comme l'an dernier, le Canadien qui a connu 2 séries de défaites de 8 matchs d'affilée. Ça serait dramatique. Et ça voudrait dire on ne fait pas les séries. Le hockey de la LNH aussi maintenant, c'est un spectacle relevé qui inclut le momentum et l'intensité exploités au maximum. Quel spectacle! Mais il y a une fausse parité. Faut pas avoir peur de se le dire. La patinoire est trop petite. Des joueurs comme Connor McDavid ont de la misère à prendre leur élan, exprimer leur talent à 100%. Et 3 points sur la table aussi, ça fait partie du phénomène de la fausse parité. Le club qui remportera la Coupe Stanley, comme l'an dernier, la recette, eh bien, c'est un high-pace game, c'est un jeu très rapide, de plus en plus axé sur la vitesse, moins sur la robustesse. Et les joueurs maintenant doivent être complets, c'est-à-dire des joueurs qui jouent sur 200 pieds, autant en défensive qu'en attaque. C'est la nouvelle réalité de la LNH. On remarque que le Canadien a une équipe calme, et ça, c'est le flair de Bergevin qui a su aller chercher aussi des vétérans, des joueurs, comme je le dis souvent, qui ont des bagues de la Coupe Stanley. Ça vient calmer les jeunes. Il faut admettre aussi que Bergevin, qui a subi son lot de critiques au fil des ans, et surtout à Montréal, un marché particulier, c'est un fin renard qui maintenant a beaucoup d'expérience, puisqu'il est en poste depuis 2012. La différence numéro 1 avec le Canadien de cette année, et disons des 5 dernières années, c'est le jeu de transition. Maintenant qu'on a beaucoup d'attaquants, on a de la profondeur et on a une défensive très solide, les attaquants peuvent se concentrer sur leur
travail d'attaquant et sur le jeu nord-sud, comme on dit. Mais le Canadien possède encore une des équipes les meilleures à 5 contre 5. L'an dernier, c'était vraiment leur force. Et ça, c'est un beau compliment qu'on peut faire à une équipe de hockey dans le hockey d'aujourd'hui. Et l'effet stabilisateur aussi d'avoir 2 bons gardiens de but entourés de bons vétérans. Ça, on n'a pas ça, exemple, à Toronto, où on a vraiment une belle attaque. Mais au niveau des gardiens de but, c'est loin d'être stabilisateur. Maintenant, le match d'hier, un autre délice. Une victoire de 7-3, un affrontement, on pourrait dire, entre Tyler Toffoli et Bo Horvat. Toffoli, 5 buts en 2 matchs, et Bo Horvat, 4. Et 2 fois le joueur du match pour Toffoli. Il faut dire, je suis bien certain que la direction et certains partisans des Canucks de Vancouver se demandent qu'est-ce qu'ils ont fait de laisser partir un tel joueur, parce que là, il fait vraiment bien paraître Marc Bergevin. Hier, pour vous dire comment c'était un match de fou, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le match, il y avait déjà 4 buts marqués après seulement 7 minutes de jeu. On se pensait dans les années 80-90, à la belle époque des Oilers, mais je crois que les pénalités jouent encore trop, il y a encore trop d'importance avec les pénalités qui viennent jouer sur le scénario du match. On voit que le Canadien a une belle machine, beaucoup de profondeur, et quand il y aura des blessures, là, on a déjà un blessé, parce que j'aimerais glisser un mot sur le grand fanal des Canucks, le gars de 6 pieds 9, qui n'aurait probablement pas de suspension, Tyler Myers. On dit que le coup était porté principalement à l'épaule, et étant donné qu'il fait 6 pieds 9, on se dirige vers la tête. Je regrette, ce joueur était frustré, connaissait un mauvais match, c'était intentionnel. S'il n'a aucune suspension, ne serait-ce qu'un match, moi je pense que ça mérite entre 5 et 10, parce que, je veux dire, on perd un de nos meilleurs joueurs. Il était sur une lancée hier, 2 buts, 2 passes, Armia. Je pense que ça mériterait au moins 5 matchs, mais là, on dit qu'il n'en aura pas. Est-ce qu'il y aura une revanche samedi? Eh bien, on se croise les doigts que non, parce que la violence dans le sport professionnel, ce n'est plus tellement à la mode. On va revenir un peu plus tard avec des potins sur la LNH et sur d'autres circuits professionnels. On va maintenant parler de la NFL, parce que vous le savez, dans la NFL, on a eu dernièrement beaucoup des affrontements entre vieux carrières. Et dans la NFL, lancer un ballon, eh bien, c'est pas facile au niveau professionnel. On a un bon régisseur ici qui a un certain talent pour le football. On va parler des Bills de Buffalo. C'est une belle histoire qui se poursuit, les Bills. Seulement 3 points accordés contre Baltimore, ça c'est un exploit, ça veut tout dire, parce qu'avec Lamar Jackson comme corps arrière de l'autre côté, accorder seulement 3 points, c'est presque un miracle. Et la surprise aussi chez les experts, c'est que les Bills en première demi n'ont eu que 3 courses au sol. Ça, c'est vraiment surprenant. Mais le jeu de l'année qui est venu casser les reins aux Ravens, cette interception sur 102 passes le retour, 102 verges le retour de Taron Johnson. C'est probablement le jeu de l'année. En tout cas, c'est le jeu le plus important jusqu'ici. C'est venu carrément casser les reins de l'adversaire juste au bon moment. Je crois que c'est la fin du 3e quart. Maintenant, un mot sur justement le quart arrière perdant, Lamar Jackson, qui semble être affublé déjà d'une certaine réputation, on dit dans le monde du sport, de choker ou de perdant. Et je trouve ça très injuste. Jusqu'ici, en 3 saisons, il a guidé son équipe à 3 participations aux séries éliminatoires, un titre MVP, il a une fiche de 30-7 en carrière, et le meilleur reste à venir. Je pense qu'il fait déjà partie de l'élite, ça c'est bien évident. Il n'a pas des bons receveurs, et s'il vous plaît, dans le cas d'un quart arrière, c'est un peu comme un gardien de but, ça prend entre 3 et 5 ans pour voir le plein potentiel du joueur. Ça fait déjà 3 belles saisons qu'il nous offre et qu'il offre aussi aux partisans et à la direction de Baltimore. Maintenant, la fameuse confrontation le week-end dernier entre Drew Brees et Tom Brady, je la qualifie d'historique. Drew Brees, probablement que c'est terminé. C'est une belle carrière qui se termine en queue de poisson. Que voulez-vous, il affrontait Tom Brady. 3 interceptions, peu de verges gagnées, soit seulement 134 dans tout le match. C'est triste, ça ne devrait jamais se terminer ainsi. Et si on résume la carrière de Drew Brees, il a 42 ans, là, tout juste dernièrement, le 15 janvier, né au Texas. Un choix de repêchage de San Diego, 32e au total en 2001. 13 présences au Pro Bowl, ça veut tout dire. Un Super Bowl, ça c'est pas facile de remporter le Super Bowl avec le nombre d'équipes aussi. Plusieurs records prestigieux.
dont celui-là, je le retiens, pourcentage en saison de passes réussies en une année de 71,2%. C'est phénoménal. Et en 2010, il a été nommé le sportif de l'année par Sports Illustrated. Un petit fait particulier de Drew Brees, il a 4 enfants et il aime la sonorité. Je veux dire, ça se termine tout de la même façon. Rylan, Bowen, Balin et Colin. Donc, les 4 enfants, ça se ressemble. Maintenant, quand on voit un joueur comme ça dépérir tranquillement avec le temps, parce que lors de sa dernière performance, on voit bien qu'il en a perdu. Et ça, c'est l'âge, que voulez-vous, aussi les coups reçus avec toutes ces années. Est-ce qu'il a perdu la vélocité ou la précision? On a bien vu que c'est la vélocité, parce que ce sont toujours sous ces deux aspects que ça se présente. Et aussi, la ligne qui est devant lui, ben, c'est important d'avoir une bonne ligne défensive, parce que c'est le temps disponible pour faire sa passe. Maintenant, Drew Brees a une offre sur la table du réseau NBC. Moi, personnellement, selon ce qu'on entend aussi, je crois que c'est l'option qu'il va choisir. Il n'a plus rien à prouver. Très belle carrière, un de mes préférés. Maintenant, Tom Brady, la prochaine étape s'appelle Aaron Rodgers, un autre vieux quart de 37 ans, à Green Bay dimanche à 15h. Ça ne sera pas facile. Cette saison, ils se sont affrontés. Ça a fini 38-10 pour les Buccaneers lors de la 6e semaine. Donc, Tampa Bay à Green Bay, c'est peut-être là que se déroule la finale pour le Super Bowl au mois de février. C'est un match qui correspond aussi à l'histoire personnelle de Tom Brady, parce qu'il est riche, il est célèbre, il est numéro 1 comme quart encore, ça c'est sans contredit. Il représente encore le visage de la NFL et il est marié avec la belle Gisèle, donc il a vraiment tout pour lui. C'est un scénario hollywoodien, un Super Bowl à Tampa Bay cette année. S'il peut vaincre Green Bay chez eux, moi je suis certain qu'il va remporter le Super Bowl et ça va faire une carrière digne d'un film. Il aura un film sûrement un jour sur sa carrière. Et imaginez la direction des Buccaneers et les partisans, combien ils ont de la joie et la chance d'avoir engagé ce joueur. Il n'avait pas fait les séries depuis 12 saisons. Et là, peut-être qu'ils se dirigent vers, en tout cas, ils ont déjà du succès, mais il reste que 2 matchs pour remporter le Super Bowl. Maintenant, l'obstacle, c'est Aaron Rodgers. Là, ça ne sera pas de la tarte. Seulement 5 interceptions contre Aaron Rodgers en 2020. Une fois, lors d'une saison, il a accordé 13 interceptions, une autre fois 11. Habituellement, ça se tient en bas de 10. C'est phénoménal. Ça va prendre la perfection pour aller gagner à Green Bay, spécialement s'il fait froid. Parce que Aaron Rodgers, c'est bonne performance par-dessus bonne performance. Si on vient aux interceptions, en 2020, comme je vous le dis, c'est 5 fois. Il a été intercepté. L'an dernier, en 2019, c'est 4. Et l'année d'avant, seulement 2. Et il a joué tous les matchs de la saison à chaque fois, soit 16 matchs. Donc, ça ne sera pas facile. Le Super Bowl se joue dimanche à Green Bay, ça c'est sûr et certain. Même si les Bills, on les aime, et même si les champions défendants, les Chiefs de Kansas City, ne seront pas faciles à battre, je ne pense pas que c'est leur année. Ils ne vont pas répéter. Ça va être un match délicieux. Si on parle encore un peu de Tom Brady, avant de parler de statistiques et de ses 6 Super Bowls, plus 3 défaites aussi en finale, il faut le dire, c'est un des plus grands gagnants de toute l'histoire du sport professionnel, un exemple pour tous. Une éthique de travail, tout est là. Mais avant tout, il est plaisant à regarder. Et avant le départ contre Drew Brees, il avait 43 présences en séries éliminatoires contre seulement 18 pour Drew Brees. Et sa fiche en série, c'est 32-11. On va terminer maintenant avec quelques communiqués. Lundi dernier, on va revenir à la LNH. Mark Messier, un joueur qui a marqué ma génération, a eu 60 ans. Le temps passe vite. On se rappellera, moi, ce qui m'a bien marqué, évidemment, à titre de capitaine des Rangers. Il a ramené la Coupe Stanley après 54 ans d'absence. Ça faisait depuis 1940 qu'il n'avait pas remporté les Rangers, la Coupe Stanley. Et en 1994, avec lui et ses amis des Oilers, qu'il avait rejoint à New York, a ramené le gros trophée à New York. Mais ce qui m'avait marqué de lui, c'est la Coupe Stanley sans Wayne Gretzky, sans Grant Fuhr et sans Paul Coffey en 1990. Ça, selon moi, c'est son plus haut fait d'armes. Maintenant, encore dans la LNH, ceux qui n'aiment peut-être pas tellement le calendrier cette année, avec une formule qui ressemble beaucoup au baseball, c'est-à-dire des séries de 3 ou 4 matchs, on le vit présentement avec 3 matchs contre les Canucks, bien, il y a des pourparlers présentement déjà entre les dirigeants pour répéter l'année prochaine le même type de calendrier, parce que certaines équipes ont jusqu'à présent économisé jusqu'à une moitié de leur budget pour les voyages. Donc, ça compte beaucoup, étant donné que la COVID aussi aurait des répercussions peut-être encore pour 1 an ou 2. C'est ce qu'on envisage. Donc, les Bruins et les Pingouins, il faudra peut-être prendre son mal en patience. Maintenant, un fait troublant qui a rapport au hockey québécois.
Les gardiens de but avant, avec Martin Brodeur, Jacques Plante, Patrick Roy, ainsi de suite, on avait une longue histoire de succès en étant des Québécois gardiens de but dans la LNH. Mais cette année, seulement 7% des matchs de la Ligue nationale ont été entrepris par un gardien québécois. Ça ne cesse de baisser ces chiffres, on ne sait pas quoi faire et c'est très triste, surtout des gens de ma génération qui ont connu les grands gardiens, spécialement, comme je vous le dis, Patrick Roy et ainsi de suite. C'est une drôle de situation. Maintenant, dans la LNH, on a essayé de faire comme Major League Baseball et la NFL, pas de bulle, mais on commence à voir les résultats. Moi, je voudrais vous parler d'un joueur qui a beaucoup de talent. Il a 707 buts en carrière, Alexander Ovechkin. Mais ce qui s'est passé cette semaine, c'est inacceptable. Il représente, c'est un ambassadeur de la LNH, et ça n'a pas de bon sens de se retrouver 4 à jouer aux cartes. Et là, ça va coûter peut-être une place en série, parce que dans un calendrier compressé, il y a beaucoup de matchs de 4 points. Et là, ils sont 4 joueurs, Kuznetsov, Orlov, lui et un autre, qui vont manquer. Et ce sont des joueurs principaux très importants. Les partisans et la direction des Capitals doivent pas la trouver tellement drôle, parce que je pense que ça va peut-être coûter une place dans les séries aux Capitals. Et comme je vous le dis, je pense qu'il est beaucoup mieux comme joueur sur la patinoire que comme ambassadeur, parce que parfois, on n'a qu'à penser à l'an dernier, les rumeurs voulaient que pourquoi une élimination rapide contre les Islanders de New York, que je pense que c'est en 5, ben Ovechkin et sa troupe étaient sur le party. Ça, c'est pas une bonne image pour la Ligue. Maintenant, on va parler un peu de Pierre-Luc Dubois. Il marque en échappée le but gagnant contre Détroit dès sa première présence, son premier match cette année. Et hier, eh bien, seulement 4 présences en première période, 1 présence en deuxième période. Et je pense que Tortorella commence à en faire une histoire personnelle. Il est en train aussi, comme mon coéquipier le disait, Claude Gravel, sur Facebook, en train de peinturer dans le coin son directeur gérant. Ça va être difficile d'échanger un joueur dont la situation semble dépérir de jour en jour. On le prendrait bien à Montréal, mais on sait bien qui ne viendra pas à Montréal parce qu'on ne veut pas échanger Suzuki et je pense que Kotkaniemi est en train de prendre sa place. Je le dis, je le répète, je le prédis, il va se retrouver avec les Rangers de New York, une équipe qui a une longue histoire d'échanges, de méga transactions et ça serait le duo parfait avec Alexis Lafrenière. On a le droit de rêver. Un mot maintenant, on va parler de baseball, du beau Jared Porter. Qui a fait connaissance avec une jeune femme, comme vous le savez peut-être, dans un ascenseur. Ils ont échangé leur numéro. Il ne la connaît pas. Elle est d'une culture différente. Elle commence dans le milieu du sport. Elle ne veut pas d'histoire. Et après quelques textos, monsieur décide d'envoyer des photos de son engin. Et il faut dire qu'il en a perdu son emploi. Il aurait été que directeur gérant, un poste très prestigieux, directeur gérant des Mets, pendant 35 jours. Et ça prouve aussi que quelqu'un qui occupe un poste prestigieux peut manquer de jugement dans la vie de tous les jours. Et là, moi, si j'avais un conseil à lui donner, c'est pas comme ça que tu vas pogner, mon cher ami. C'est bien la dernière chose à faire. Maintenant, un mot en terminant sur Henry Hank Aaron qui nous a quittés aujourd'hui, vendredi. Le préféré de Serge Touchette qui m'avait déjà dit en entrevue que c'était probablement le meilleur joueur qu'il avait vu avec Willie Mays. 755 circuits. Et à une époque, en 1973, quand il a battu le record de Babe Ruth, c'était un noir qui battait un record d'une icône, une idole américaine blanche. Ça prenait la couenne solide pour faire face à tout ça. C'est un peu la même histoire que Jackie Robinson. Pourquoi Jackie Robinson, on l'a choisi avec les Dodgers de Brooklyn à l'époque? C'était le deuxième choix de la direction. Mais le premier choix était autant talentueux, mais on craignait qu'il ne puisse se contenir parce que partout où il va, avec sa femme, ou peu importe, se faisait cracher dessus. Il vivait toutes sortes de choses. Et c'est la même chose pour Hank Aaron. Chapeau pour une belle carrière et une longue vie. Un homme sans histoire. Maintenant, je vais terminer. Ça, c'est pour mon coéquipier Claude Gravel, qui va sûrement écouter. John Lester, pour remercier, on est dans le baseball, c'est un lanceur. John Lester qui a évolué avec les Cubs, il a remporté aussi une série mondiale récemment. Il va s'aligner cette année avec les Nationals de Washington. A fait un geste tout particulier cet été à Chicago pour remercier les partisans. Il s'est promené dans 4 bars différents. Il a dépensé 5 000 $ américains à payer la traite. Une petite draft, un petit verre ici et là. Il a même laissé 1600 $ à une personne de type dans un de ces bars-là. Donc, moi, je le félicite. Je dis ça, cette petite anecdote, c'est pour mon ami Claude, et qui sera sûrement avec nous la semaine prochaine. Donc, samedi, demain, match
qui commence à être important déjà. J'ai bien hâte de voir si ça va brasser. Sur ce, ici Stevie Ray. Bon week-end!